L'être humain, c'est un être formidable. Il peut s'adapter à n'importe quoi. Alors, quand vous dites beaucoup a changé, la concurrence maintenant est numérique. C'est là où l'opinion publique mondiale et locale aussi se forme. C'est là où l'audience est ciblée maintenant. Ce qui est important aussi, c'est que le contenu doit être précis, attirant, court, direct, mais il faut adapter même le style de présentation, de graphics, même le contenu selon la plateforme utilisée même. Parce que le public sur Facebook, c'est pas celui sur Twitter, Insta, TikTok, etc. De plus, les gens, ils sont plus interactifs maintenant. Ils ont bien évidemment leur opinion qui pourrait être mesurée immédiatement sur le champ. Mais cependant, je pense que les règles sont les mêmes, ne changent pas. Que ce soit les règles du journalisme, des médias, concernant par exemple les contacts, comment ramasser les données, comment les vérifier, etc. Ou bien que ce soit les règles éthiques, morales et légales. Il y a toujours un besoin de confiance, de crédibilité, de construire une relation de confiance avec le public à long terme. Si c'est une chaîne de télévision ou bien un journal ou bien une radio, la concurrence maintenant est numérique. Si on dit cette chaîne ou celle-là est numéro 1, c'est sur Facebook, sur Twitter, etc. Ben, c'est pas la fin du monde. On est là, hein? On est s'adapter, mais il y a beaucoup de nouvelles. Parce que, en premier lieu, à mon avis, c'est les nouvelles qui circulent maintenant dans le monde, que ce pays ou l'autre qui a réouvert ses portes aux touristes, ça c'est très important, que ce pays où là va relâcher les mesures sanitaires quand même, qu'il y a un nombre croissant de gens qui est vacciné. Ça nous donne de l'espoir et de la joie en même temps. Aussi, je dirais peut-être les gens qui retournent au stade, parce que ils sont à des nombres limités, ça c'est vrai. Mais bon, moi, je suis fan de sport, de foot, et je pouvais pas suivre des matchs dans des stades vides. Hein. C'était étrange pour moi. C'est comme regarder des entraînements. Je comprends ça, c'était nécessaire pendant la pandémie, mais c'était juste triste. Ce qui nous donne aussi de l'espoir, c'est que la bataille contre Covid n'a pas affecté les autres batailles. Même dans d'autres maladies. Par exemple, l'autre jour, je lisais qu'on a découvert une nouvelle technique prometteur qui sera plutôt révolutionnaire pour empêcher, lutter contre le cancer, par exemple. Ça nous donne de l'espoir. L'être humain, c'est un être formidable. Il peut s'adapter à n'importe quoi. Si demain matin, je devais présenter une émission spéciale sur Sky News Arabia en accueillant 3 invités pour promouvoir la tolérance, je choisirais les invités suivants. Alors, avant de choisir, ça c'est simple, parce qu'en 2019, nous avons vu un moment historique. Nous avons vu la naissance du document de fraternité humaine signé par Sa Sainteté le pape Francis, le grand imam de Lazare, ici même aux Émirats arabes unis, qui est un pays qui représente pour moi la tolérance elle-même. En fait, c'est le seul pays dans le monde qui a un ministre de tolérance. Alors, je choisirai les 3. Sa Sainteté le pape, le grand imam,
Et le ministre de la tolérance en Émirats arabes unis, qui représentera son pays, sa nation, ses dirigeants et son peuple. Trois choses que je trouve absolument merveilleuses au Maroc et que les gens ne connaissent pas forcément. Ah, il y en a plein. Alors, je dirais le Maroc, bien que ce soit un pays dirigé vers l'avenir, qui embrasse la vie moderne, mais en même temps, son peuple est très, très, très attaché à ses traditions, à sa culture. Et on est fiers, hein, que ce soit, par exemple, la cuisine, les habits, l'artisanat, le décor de la maison. Ça s'applique même aux Marocains à l'étranger. Je trouve que chaque Marocain est un ambassadeur de sa culture. Deuxième chose sur le Maroc, hein, merveilleuse, je pense que c'est sa nature. Parce que la nature, les paysages au Maroc, ils sont très diversifiés. On trouve de belles plages, de montagnes hautes, des forêts, des déserts, des oasis riches, des paysages enneigés, tout. Troisième chose, je pense que c'est drôle, hein, mais c'est vrai. Parce que il ne faut jamais garder ses chaussures quand on entre à la maison de quelqu'un et on marche sur son tapis. Et ça, c'est une vraie information. Le Maroc, c'est le pays des couleurs. Pas une seule culture, c'est une culture arabe, amazigh, africaine, méditerranéenne et tout dans un seul pays. Ce qui est important, c'est que les gens sont vrais, sont généreux. Destination voyage. Ma liste des 3 villes européennes préférées. Aïe, 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 il y en a plein. D'abord, j'aime voyager et découvrir les endroits, les habitudes. Plutôt comme la plupart de notre génération. Hein. Mais moi, je préfère les endroits petits, non touristiques, là où il y a de la nature, des paysages, de l'histoire, mais en même temps, là où les gens sont vrais, là où les gens ne sont pas avides. Comme si c'est le cas dans la plupart des endroits touristiques plutôt commerciaux. Alors, je disais Taormina en premier lieu. En Sicile, c'est une petite ville plutôt touristique, mais loin d'être Rome. Hein. Je pense que c'était époustouflant. Hein. Deuxième destination, je choisirais Milos. Milos, c'est une île en Grèce. J'ai passé de très, très, très bons moments là-bas. J'ai adoré la nature, les plages, les gens, ils sont très généreux. Et aussi, on a l'impression d'être dans une daïra, comme on dit au Liban, une vraie daïra. Troisième destination, je dirais Ivoire. C'est une cité médiévale en Haute-Savoie, en France, une vraie carte postale. Je dirais chaque petit village sur le lac Léman. C'est merveilleux.